Je suis Hamzat Boukari Abara, je suis historien, je suis écrivain, j'ai écrit plusieurs livres, je suis aussi militant politique. Et pour moi, la question qui est posée aujourd'hui, c'est aussi une question fondamentalement politique. Et c'est effectivement aussi une question historique. Il y a deux moments, il y a deux moments importants, on va dire, dans notre longue histoire, qui sont deux aspects. D'un côté, ce sont les pyramides, et de l'autre côté, ce sont les chaînes de l'esclavage. Donc des hauts et des bas. Et ce qu'il s'agit de savoir aujourd'hui, c'est est-ce que nous retournons vers les pyramides ou est-ce que nous retombons en esclavage. C'est ça le véritable enjeu de ces débats-là. Maintenant, il y a un certain nombre de points, je pense, sur lesquels il faut être effectivement peut-être plus rigoureux. Tout d'abord, rappeler effectivement que la nature humaine est toujours faillible. On a coutume de dire que l'homme est déterminé à 99% et libre à 1%. Et c'est le 1% qui fait la différence. C'est le 1% qui détermine tout. La manière dont on oriente ce 1% peut changer les 99% de la manière dont nous sommes déterminés. Et c'est ce qui explique pourquoi il y a eu énormément de résistance à l'esclavage, aussi bien du côté de la traite arabe que du côté de la traite transatlantique, premièrement. Deuxièmement, il y a un penseur, je vais essayer un peu justement de contrebalancer les choses, algérien, qui s'appelle Malek Benabi, qui disait qu'un peuple n'est colonisé que lorsqu'il est colonisable. Voilà, c'est ça exactement la question. Est-ce que nous sommes colonisables? Parce que tout le monde nous a identifiés comme esclavagisables. Et cette question de l'esclavage, elle est très importante. Elle est très importante parce qu'elle fait l'objet de débats historiographiques très particuliers. Moi, je suis toujours surpris de voir qu'avec beaucoup moins d'études précises sur la question de la traite arabe, on arrive à des chiffres 3 fois supérieurs à la traite transatlantique, sur laquelle on a pourtant des sources précises et dont on sait que les chiffres sont faux. C'est-à-dire que depuis tout à l'heure, on parle de 11 millions. Au départ, on parlait de 9 millions, c'est passé à 11 millions. Aujourd'hui, les véritables recherches, entre guillemets, sont à 15,5 millions. Et je peux vous assurer que malheureusement, dans cette traite transatlantique, avec des travaux rigoureux à partir de sources, on dépassera malheureusement un jour le nombre de la traite arabe sur laquelle les sources manquent sérieusement de rigueur parce qu'elles sont moindres et relèvent davantage de l'idéologie. L'historiographie que nous utilisons, les chiffres que nous utilisons, ce sont des chiffres qui, en grande partie, sont truqués. Les chiffres sont truqués, c'est très important. Donc il y a un gros travail, effectivement, à faire sur les sources, il y a un gros travail à faire sur l'archéologie, il y a un gros travail également à faire sur la démographie, parce que ce qui est en jeu dans cette question de l'esclavage, c'est effectivement déterminer la démographie de l'Afrique. Dans quelle mesure l'Afrique était une puissance démographique? Et dans quelle mesure la guerre démographique qui nous a été menée et qui continue de nous être menée a été précisément la finalité, l'objectif et la visée de l'esclavage? Comment mettre ce continent à genoux? Comment le vider de toutes ses énergies? Par toutes les voies possibles, par tous les moyens possibles. Et ça, je pense que c'est une histoire qui est extrêmement importante à avoir à l'esprit. Et comment ensuite, je dirais, coller à ceux qui en ont été, entre guillemets, les victimes, parce que là, il y a eu un plus grand nombre de résistants que d'Africains pris en esclavage. Donc effectivement, nous ne sommes pas des losers de l'histoire, nous avons résisté. Le nombre d'Africains qui ont résisté est supérieur au nombre d'Africains qui ont été pris en esclavage. C'est très important. Très important. Ouais, ça balance. Maintenant, sur ces chiffres, je pense qu'il y a quand même pas mal d'éléments. Moi, le débat tel qu'il est mené depuis le début, il s'inscrit d'une certaine manière dans, je dirais, un déséquilibre. C'est vrai. C'est vrai que de ce que j'ai entendu jusqu'à présent, il y a des thèses qui reprennent des thèses fondamentalement négrophobes d'historiens français, qui sont très contents de dire qu'en fait, les Arabes ont fait pire, regardez, les Arabes ont fait pire. La particularité effective de la traite transatlantique, qu'on ne nomme jamais la traite des Européens. Vous voyez bien, on dit la traite négrière pour les Noirs, traite arabe pour les autres, mais on ne dit jamais traite européenne. La particularité de la traite transatlantique, c'est qu'elle est à l'origine du monde tel qu'on le connaît. Ce qui fait la puissance politique, économique, démographique, culturelle, et je dirais même spirituellement négative de l'Occident, des États-Unis, du Canada, eh bien c'est cette histoire de la traite transatlantique.
C'est très important. Et il faut comprendre aussi une chose très importante. Une grande partie de la traite arabe ou arabo-musulmane ou transsaharienne ou orientale, appelez-la comme vous voulez, une grande partie des bénéfices économiques de cette traite menée par les Arabes atterrissait ici en Amérique du Nord. C'est très important aussi à comprendre. C'est-à-dire qu'il faut comprendre les finalités économiques du projet. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que la richesse de l'Algérie, de la Libye ou même de l'Égypte, d'un point de vue économique, est le résultat de la traite. En revanche, nous savons de manière définitive que le résultat de la richesse qui est ici présente, c'est la somme de nos ancêtres qui ont été mis dans des bateaux. Et ils ont été cajolés, au contraire effectivement de la traite arabe où la vie du noir n'avait pas, entre guillemets, de valeur. Et c'est la différence entre une traite qui prend les noirs comme des objets et une traite qui prend les noirs comme des animaux. Parce que ce sont ça les deux alternatives qui nous sont offertes par ces deux histoires. Soit d'un côté nous sommes des objets, soit de l'autre côté nous sommes des animaux. Et même pire, effectivement. Donc ça, je pense que ce sont des éléments importants à souligner. D'autre part, maintenant, sur la question de la traite arabe, là aussi, je pense qu'il y a des éléments qui doivent être recontextualisés du point de vue, je dirais, de la géopolitique et surtout du pouvoir politique. C'est toujours le politique qui détermine le religieux. Depuis tout à l'heure, on parle de guerre, comme si c'est les religions qui fabriquaient des sabres, comme si c'est les religions qui finançaient des armées. Ce sont les pouvoirs politiques qui financent les guerres. Et effectivement, on va utiliser la religion comme un élément de motivation, de surmotivation, et comme un butin de guerre pour aller faire des razzias. Et de l'autre côté, on a des empires, des royaumes, des sociétés africaines qui ont tant bien que mal résisté par différents moyens et qui certes effectivement partaient d'une idéologie différente qui n'était pas une idéologie de prédation, d'expansionnisme et d'impérialisme, mais une idéologie, on va dire, d'accueil, d'hospitalité et en même temps de méfiance. Et dans ce rapport de force, nous avons été pris de vitesse, aussi bien du côté de l'Est que du côté de l'Ouest. Et quand ceux de l'Ouest sont arrivés par la côte, quand on lit les sources des Portugais au XVe siècle, ils disent très clairement qu'il n'y a pas d'esclavage. Les termes qui sont utilisés dans les langues africaines ne sont pas les termes esclaves. Ce sont les termes, effectivement, travailleurs, clients et patrons, patronage, etc. Et c'est un élément qui est très important. Et c'est précisément à ce XVe siècle-là que la question religieuse intervient lorsque nous avons la fameuse bulle papale de Nicolas V qui autorise la mise en esclavage des Noirs. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui s'est joué sur le continent africain et ce qui continue à se jouer, comme ça a été souligné tout à l'heure, c'est une guerre de religion entre l'islam et le christianisme. Et je pense que c'est important de souligner une chose, ce n'est pas les Européens ou les colons ou la colonisation qui a mis fin à l'esclavage des Arabes. C'était un prétexte. C'était un prétexte. Parce que cet esclavage-là des Arabes a toujours été, je dirais, un prétexte pour les Occidentaux de poursuivre leur politique d'expansion coloniale et de diffusion du christianisme. Dans l'Afrique de l'Ouest, au niveau des djihad du XVIIe, XVIIIe siècle, on utilisait précisément les religions comme des outils de mobilisation économique et politique. Donc ces dimensions de l'économie et du politique, elles sont fondamentales aussi pour comprendre comment se sont construites dans la durée les allégeances. Quand Moussa fait le pèlerinage entre guillemets à la Mecque, il s'agit de placer son empire sur la carte des puissances qui comptent. Et lorsqu'il revient, effectivement, il ramène des influences qui, elles, avaient aussi d'autres intentions derrière. Donc je dirais qu'on est aussi dans des relations diplomatiques qui sont assez particulières et qui sont vicieuses et viciées. Quand les Occidentaux viennent prendre des captifs et les mettre en esclavage dans les Amériques, ils ne se soucient pas pendant très longtemps de savoir si ceux qu'ils amènent en esclavage sont chrétiens ou musulmans. Pour eux, ce sont des païens, ce sont des noirs. Pourquoi ? Parce que la problématique fondamentale n'est pas l'islam ou le christianisme, mais la négrophobie qui s'est construite dans les deux cas. Et c'est à partir du moment où ceux dans les Amériques, notamment au Brésil, ont vu que ceux qui se révoltaient le plus provenaient généralement de régions qui avaient été islamisées, qu'ils ont commencé à interdire l'arrivée d'esclaves musulmans noirs dans les Amériques. Ça aussi, c'est un élément, je pense, qui est important. Et donc, ils vont se tourner vers l'océan Indien, notamment vers Zanzibar.
Et l'histoire de Zanzibar, elle est, je pense, très importante pour comprendre aussi la dynamique de l'esclavage. Très souvent, on a une lecture qui remonte vers le nord, qui remonte vers le Maghreb, le Machrek, vers l'Empire ottoman, vers également l'Asie centrale. À ce sujet-là, il faut quand même souligner une chose, c'est que à l'époque dont on parle, ce n'est pas pour nuancer, mais la castration était généralisée. C'est-à-dire que dans l'Empire chinois, où il y avait aussi de l'esclavage, on castrait aussi. Donc là aussi, ce sont des éléments qui amènent à nuancer la dimension, on va dire, génocidaire de la castration. C'est-à-dire que c'était courant dans tous les milieux. Et ce n'est pas pour rien que le centre de la castration était à Verdun, au niveau donc de l'Europe centrale. Je pense que c'est un élément qui est très important. Maintenant, le cas de Zanzibar est très intéressant puisque nous avons un archipel qui va être, je dirais, omanisé ou arabisé. C'est le sultanat d'Oman qui va progressivement migrer à Zanzibar. Donc c'est l'archipel qui est au large de la Tanzanie d'aujourd'hui. Et sur cet archipel-là, on va faire venir par la traite orientale, et notamment en utilisant un certain nombre de chefs africains qu'on avait corrompus, qui n'étaient pas vraiment des chefs, qui étaient, on va dire, plutôt des mercenaires, dont l'un des plus célèbres s'appelle Tipo Tip. Il a une maison à Zanzibar, qui vont organiser au niveau de l'Afrique centrale tout un ensemble de razzias qui vont être tournés vers Zanzibar. Et ce sont des éléments qui expliquent aussi pourquoi en Afrique centrale il y a une présence musulmane qui date de cette époque-là. Et pourquoi aujourd'hui nous voyons dans la géopolitique actuelle sur les questions de sécurité des choses qu'on n'aurait jamais imaginées. Par exemple, il y a actuellement un mouvement djihadiste au Mozambique. D'où vient ce mouvement djihadiste? On constate qu'il y a une descente progressive d'une certaine forme d'islam, un islam, je dirais, impérialiste, expansionniste, financé par des territoires qui sont le long, on va dire, de la mer Rouge et de l'océan Indien, qui vise à faire justement de la religion un outil de guerre et un élément, je dirais, de recolonisation politique du continent africain. Maintenant, ce qui s'est passé à Zanzibar, c'est très intéressant. La majorité de la population était une population qui venait du continent, qui était africaine. Et la minorité qui dominait était arabe. Lorsque l'indépendance intervient en 1963, l'indépendance est donnée aux Arabes. Elle est donnée aux Arabes par les Britanniques. Parce qu'il faut bien comprendre que toute la traite arabe s'est faite avec la collaboration des Britanniques et des Blancs. C'est important à comprendre. Sans le soutien de l'Occident, le monde arabe n'aurait jamais pu continuer ce qu'il continue à faire aujourd'hui. Et quand on parle de la Libye aujourd'hui, de la Mauritanie, tout cela se fait avec le satisfecit, avec la validation des instances aussi bien africaines qui ont démissionné que occidentales et européennes qui jouent de cet élément-là pour construire des politiques humanitaires, pour détourner les uns et les autres. Et dans le cas de Zanzibar, quand l'indépendance est proclamée, que c'est la minorité arabe qui est mise aux affaires, eh bien les Africains vont se révolter. Et il y aura une révolution qui sera sanglante, la révolution de Zanzibar, et les Africains, les Noirs, vont reprendre le pouvoir sur le sultanat d'Oman. Et c'est en voyant cette insurrection, cette révolution de Zanzibar, que les Américains, donc le gouvernement américain, va estimer que ce qui se passe à Zanzibar est un peu l'équivalent d'une révolution cubaine et qu'il faut faire quelque chose, il faut intervenir. Et donc ils vont mettre en place, je dirais, ils vont favoriser l'union entre Tanganyika et Zanzibar, ils vont pousser notamment Nyerere à faire l'union entre les deux territoires et ils vont d'une certaine manière ramener sur le continent africain les tendances révolutionnaires qui étaient à Zanzibar. Et la géopolitique qui commence à partir, je dirais, de cette partie du continent africain, le flanc oriental, c'est celle que l'on retrouve aujourd'hui dans l'ensemble de la Corne de l'Afrique, qui est là où doit également se poser la question de l'arabisation du continent africain, de certaines populations africaines, et de la manière dont l'héritage, je dirais, de la traite arabo-musulmane a encore un impact sur la manière dont les populations sont divisées. Donc il y a deux flancs. Il y a le flanc occidental, avec effectivement le cas de la Mauritanie qui a été évoqué, où la majorité de la population est noire, et où, à mon sens, il n'y aura pas de libération, malheureusement, autrement que par des menaces armées, des luttes armées. Donc comment penser, je dirais, les guerres de libération d'un point de vue progressiste? Et ça ne peut se penser que par une désaliénation, je dirais, spirituelle, mentale et culturelle, une capacité à comprendre que dans le passé, on a résisté et qu'on est capable de relancer des résistances. Donc effectivement, interpeller les uns et les autres. Je pense que
quand César dit que nous sommes des losers de l'histoire, il s'agit, je dirais, de titiller l'ego qui est en chacun de nous. Pour que justement nous nous levions et nous disions non, nous ne sommes pas des losers de l'histoire. Que nous reprenions notre destin en main. Et je pense que c'est ce qu'il manque aujourd'hui au niveau justement de la lutte du peuple mauritanien que nous soutenons au niveau de nos activités, au niveau de la Ligue panafricaine Umoja, l'organisation politique dont je suis membre et qui milite aux côtés justement des anti-esclavagistes mauritaniens. Le cas du Soudan est également très important. La sécession du Soudan, c'est quelque chose qui renvoie également à cette construction de la négrophobie à travers la présence de l'esclavage dans cette partie du continent africain. La question également, je pense, de la manière dont aujourd'hui on voit dans les pays asiatiques réapparaître des communautés africaines qu'on pensait totalement disparues. Et ces communautés africaines réapparaissent parce que justement on est en train de soulever ces pans de l'histoire qui expliquent qu'il y a une présence africaine dans toute cette partie du monde. On peut penser aux travaux du camarade chercheur Runoko Rashidi qui montre la présence africaine dans toute l'Asie, qui montre effectivement le cas de Malik Ambar et d'autres civilisations africaines qui ont résisté à la manière des Quilombos au Brésil, qui ont résisté dans le monde oriental et qui se sont constituées, je dirais, en vase clos, et qui sont encore présentes aujourd'hui, et qui, en voyant la manière dont on relève justement cette question, sont en train de revenir vers nous. Enfin, sur la question, je dirais, de la durée, là aussi, je pense qu'il faut il faut nuancer les choses. On parle moins de la traite dite arabe et orientale et musulmane, et encore moi, je conteste globalement ces termes-là, je ne les utilise pas, je pense que c'est beaucoup plus compliqué, parce que déjà, on suppose qu'elle a été plus meurtrière. Là encore, il faut faire des études beaucoup plus précises de ce point de vue-là. Il y a de fortes chances qu'elle soit au même niveau que la traite transatlantique, mais on ne sait pas non plus quel est le niveau de la traite transatlantique. La comparaison des deux traites n'a pas de sens en tant que telle par rapport à notre propre situation. Des deux côtés, nous avons été mis en esclavage, violés, torturés, etc. Ce qui est assez intéressant à comprendre, c'est que jusqu'au 15e, 16e, 17e siècle, en dépit du fait qu'il y avait une traite qui avait débuté au 7e siècle, qui en était déjà à son 10e siècle, cela n'avait pas du tout empêché l'Afrique d'être plus avancée que l'Europe. Cela n'avait pas empêché l'Afrique de construire des empires, des royaumes, des sociétés, des civilisations qui étaient puissantes et organisées. Il y avait régulièrement des attaques, il y avait régulièrement des razzias, il y avait régulièrement des divisions, mais il y avait une stabilité du continent africain. Les Africains étaient, je dirais, à la tête des choses. Ils opposaient un front par rapport à ceux qui venaient les agresser. Même si ceux qui les attaquaient progressaient de plus en plus, il y avait un front de résistance. Et les dommages de la caravane vont être décuplés par les dommages de la caravelle. Quand on annonce qu'on va envoyer 300 à 400 esclaves par an avec le BACT, etc., ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand les bateaux arrivent, les bateaux, ce sont des Boeing de l'époque. C'est 300 à 400 qui partent par jour de différents ports. Et donc la saignée qui va arriver au moment du 16e, 17e siècle est sans commune mesure en termes d'impact avec ce que représentait la traite arabe. Donc l'impact de la traite transatlantique est réellement supérieur en termes de modification du rapport de force de celui de la traite arabe. C'est-à-dire que si ça n'avait été qu'une affaire entre Africains et Arabes, on aurait fini par leur régler leur compte d'une certaine manière, pour rester poli. On aurait résisté. On aurait résisté. Mais ce qui nous a, je dirais, mis au fond du trou, c'est quand les Européens sont arrivés et qu'ils ont profité du travail, je dirais, de grignotage que les Arabes avaient fait, et encore des Arabes, des populations arabisées, et pas toutes, on va dire, c'est un certain nombre de marchands qui étaient dans ce système-là, on fait, et je découpe ça, enfin, je distingue ça réellement de la question de l'islam. Et quand les Européens arrivent, ils voient qu'il y a une situation, ils voient qu'il y a, je dirais, des rapports de force qui existent. Et ils développent une technologie militaire qui dépasse et surpasse les autres. Et cette technologie militaire, quand on prend le cas de l'Abyssinie, les armes produites par les Européens étaient bien plus vendues
aux Arabes qu'aux chefs africains qui voulaient se défendre contre les razzias arabes. C'est important à comprendre, c'est-à-dire qu'on armait les autres contre les Noirs. Et on refusait de vendre des armes aux Noirs qui voulaient se défendre. On vendait des Noirs, des armes aux chefs africains, qui souvent étaient des chefs fantoches qu'on avait mis en place, dès lors qu'ils acceptaient d'aller mener des razzias, souvent en collaboration avec d'autres, contre les peuples voisins. Donc ça aussi, c'est des éléments qu'il faut comprendre sur le rapport de force qui a été institué à cette époque et la manière dont on a détruit effectivement, je dirais, la psychologie des populations africaines. Ce sont des éléments importants. Après, il y a eu beaucoup de résistances qui ont eu lieu. Il y a eu beaucoup, je dirais, de modalités, d'organisations qui se sont soulevées contre cela, des royaumes, des chefs africains. La colonisation qui a duré effectivement 80 ans, il faut la mettre dans la continuité de la traite transatlantique. Et également effectivement de la traite dite arabo-musulmane. Quand la conférence de Berlin se met en place, l'objectif c'est de dire il faut libérer les Noirs de l'esclavage. Non pas tellement parce que les Arabes font de l'esclavage, mais d'abord parce que les Noirs se vendent entre eux. C'est ça la motivation numéro 1 de la conférence de Berlin. Le prétexte, l'alibi, comme quand ils disent qu'ils vont aller faire une guerre en Afghanistan ou au Soudan pour sauver les femmes afghanes ou soudanaises. C'est pareil. Le deuxième élément, c'est de dire que nous allons coloniser l'Afrique pour interdire notamment le trafic d'alcool. Et là aussi, ça rejoint, je pense, des intérêts qui sont en lien avec une autre religion. C'est-à-dire remettre de la moralité, remettre de la civilisation dans ces pratiques barbares qui sont du fait de ces nègres, comme il disait, et de ces Arabes qui eux-mêmes ont fait l'objet d'un certain nombre, je dirais, d'appellations critiques. D'ailleurs, sur Ibn Khaldoun, il a dit des choses extrêmement racistes sur les Arabes. C'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est-à-dire que des intellectuels qui écrivent prennent une liberté de parole. Ils sont à la fois critiques et négrophobes, on va dire, envers les Noirs, mais Ibn Khaldoun, sur les Arabes, il a dit aussi des choses comme quoi ce sont des voleurs, des vauriens, etc. Il l'a dit. Donc je pense qu'il faut aussi, je dirais, être objectif sur la manière dont on prend les sources des uns et des autres, et prendre l'intégralité des sources et voir tout ce que les gens ont dit et sur quelle base ils se positionnaient, notamment sur la fameuse liberté d'expression qui permet de critiquer les autres et de se critiquer nous-mêmes. C'est un élément important. Alors cette colonisation qui a duré 80 ans, elle a, je dirais, peut-être mis un frein à l'expansionnisme arabe. En tout cas, elle a démantelé l'Empire ottoman qui était présent en Afrique du Nord. Elle a installé des succursales qui se sont ensuite fait connaître comme étant Afrique anglaise, Afrique française, mais il n'y a pas eu d'Afrique arabe dans la colonisation. Ce qui pose la question, aujourd'hui, je dirais, fondamentale d'un point de vue géopolitique, c'est que la majorité de la population dite arabisée vit en Afrique. Ce n'est pas dans les pays du Golfe, Moyen-Orient, etc. La majorité de la population dite arabisée vit dans le nord de l'Afrique. Et la majorité de la population noire dans le monde vit en Afrique. Et la majorité de la population en Afrique est une population noire, de peau. Et c'est dans ce contexte-là, je pense qu'il faut, je dirais, analyser la manière dont les questions de négrophobie se structurent et, je dirais, construisent une tripartition du continent africain. Entre un nord qui est effectivement arabisé, où la négrophobie est réelle, toute une partie dite intertropicale, où là nous avons le point de jonction entre la descente de l'islam et le christianisme, et une partie, on va dire, plus australe, où là, les questions de l'islam se pensent de manière différente. Parce que l'islam, du point de vue, on va dire, des razzias et autres, n'a pas touché cette partie du continent africain. En revanche, quand on fait l'histoire de la Réunion, de Mayotte, de Comores, de Madagascar, ben là, les choses sont différentes. Donc je dirais qu'il y a une diversité, on va dire, des problématiques qui sont liées à l'esclavage dans l'océan Indien, dans la mer Méditerranée, dans l'océan Atlantique,
qui, je dirais, doivent nous amener à avoir un peu plus, je dirais, de rigueur et de précision dans la manière dont on se positionne. Enfin, sur le dernier point concernant la question de l'islam, alors moi je ne suis pas un spécialiste du Coran, je ne suis pas un théologien. Après, c'est vrai que généralement, dans ce genre de débat, de rencontre, on demande aux uns et aux autres de citer précisément quels sont les éléments négrophobes, on va dire, du Coran. Quels sont les versets, les propos précis, etc. Moi, je ne les connais pas personnellement, je n'ai pas travaillé dessus. Ce que je peux dire, c'est que la religion est toujours utilisée à d'autres fins. Et que la religion est aussi toujours interprétée. Et qu'elle sert des rapports de force. Et qu'elle sert des processus d'aliénation. Et que dans le cas de ces processus d'aliénation, il faut effectivement savoir lire entre les lignes les textes qui sont soumis. Être capable de les décoloniser, de les dénégrophobiser. Et ça, c'est un travail sur lequel, effectivement, dans le monde musulman, les spécialistes, les experts doivent faire ce travail-là. Et ce travail-là, ils ne peuvent pas le faire sans qu'il y ait précisément des Noirs, y compris des Noirs musulmans, qui soient présents pour vérifier que le travail est bien fait. Donc moi, je ne suis pas contre le fait qu'il y ait des Noirs musulmans. Je pense qu'il faut qu'il y ait des Noirs musulmans. Il y en a, il y en aura toujours. Mais il faut que ces Noirs musulmans-là pèsent justement à l'intérieur de ce monde dit arabo-musulman et qu'ils imposent au minimum, on va dire, les intérêts et la dignité des nôtres. D'un autre côté, c'est-à-dire qu'il faut penser la géopolitique. On a parlé de Macky Sall. Effectivement, Macky Sall, alors un jour c'est le valet de la France, le dessert, les tirailleurs sénégalais, parce qu'ils étaient gentils, ils ont eu le dessert pendant la guerre. Et un jour, effectivement, il envoie les soldats sénégalais au Yémen parce qu'il y a de l'argent à gagner. Au passage, effectivement, la question du Yémen est fondamentale. Pour moi, le Yémen fait partie de l'Afrique. C'est la géopolitique africaine. Et quand vous regardez ce qui se passe dans le golfe arabo-persique, vous constatez très bien que la manière dont le Yémen est traité est différente de la manière dont les autres territoires sont traités. Parce que c'est un territoire qui est africain, c'est un territoire entre guillemets nègre. C'est très important. Et c'est un territoire qui a une histoire très importante. Sur le Sénégal, là aussi, on a, je dirais, des problématiques géopolitiques. On a un pays qui est connu comme étant, on va dire, d'un point de vue de la publicité, à travers l'île de Gorée, le centre le plus important de la déportation d'esclavage. On sait que c'est faux. Il y en a eu plus au Cameroun, au Nigeria, au Bénin, etc., en Angola, au Congo. Donc ils gardent, on va dire, cette mémoire-là. Et en même temps, c'est un pays où la population est musulmane à, on va dire, 99%. Donc c'est paradoxal. C'est le pays de Cheikh Anta Diop et c'est le pays de Léopold Sédar Senghor. C'est un pays qui a été confronté à cette question des religions, qu'il a inscrit à travers des confréries qui ont montré qu'il pouvait y avoir d'autres formes de solidarité et d'autres formes de relecture de l'histoire. À travers, je dirais, une réinterprétation, ou je dirais une réappropriation, justement, de la question religieuse. Donc ça, ce sont des travaux, je dirais, sérieux. Maintenant, il y a une géopolitique qui fait que le Sénégal est dans l'organisation de la coopération islamique. Et qu'il partage cette présence dans cette organisation avec la Mauritanie. Et quand la Mauritanie, qui était une colonie française, prend son indépendance, elle est comme les autres pays dans le franc colonial, le franc CFA. Et quand la Mauritanie sort du franc CFA et qu'elle met en place sa propre monnaie, l'Ouguia, qui a aujourd'hui changé, elle intègre immédiatement la Ligue arabe. Pourquoi? Parce que tout ça, c'est géopolitique. La question de l'esclavage, la question de la sociologie des nations, de la sociologie des États, c'est géopolitique. Et dans tout cela, on a des héritages de cette histoire-là. Et donc comprendre cette histoire des traites arabo-musulmanes, transatlantiques, etc., ça permet de comprendre la géopolitique actuelle. Et ça permet aussi de comprendre que l'Afrique du Nord, ou en tout cas le monde arabe globalement, a bénéficié, je dirais, d'un malheur que nous avons intégralement connu en tant qu'Africains, pour justement nuancer l'histoire, je dirais, de l'esclavage. C'est la colonisation, puisque le monde arabe a été aussi colonisé par l'Occident. Et que du coup, durant la période de colonisation, se sont créées des solidarités entre les Africains et les Arabes, y compris dans des mouvements panafricains, il faut le dire, y compris. Garvey a échangé avec des groupes qui étaient au Moyen-Orient, etc., y compris, parce que tous avaient effectivement pour objectif, on va dire, de se débarrasser
de celui qui était, on va dire, l'adversaire le plus puissant. Donc on s'unit, même entre frères ennemis, pour se débarrasser de celui qui est le plus puissant et qui nous a opprimés d'une manière ou d'une autre, l'un et l'autre. Mais sur les questions internes, les questions entre Africains et Arabes, ça doit se traiter entre Africains et Arabes. Et cette histoire a été malheureusement en grande partie récupérée par les Occidentaux pour, je dirais, diviser le continent africain et utiliser cela soit pour promouvoir leur proxy saoudien, soit pour fabriquer, on va dire, leur vallée nègre. Donc il faut avoir, je dirais, une lecture beaucoup plus fine de ces questions-là, ne pas retomber dans l'émotion. L'émotion est bien pour s'indigner, pour réagir, pour se dire, bon, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que je me documente. Mais après, il faut aller, je dirais, plus dans les nuances, dans les détails, et comprendre un peu ces problématiques, parce qu'elles sont actuelles et elles sont concrètes. Je termine avec un exemple. Enfin, je termine avec un cas très intéressant. J'ai un ami en France qui a une amie qui travaille au standard de la police. Et un jour, cet ami lui a dit c'est bizarre, mais quand les gens appellent parce qu'il y a du grabuge dans le quartier, la première question que les policiers posent, c'est est-ce que les jeunes qui font du grabuge sont de type africain ou de type maghrébin? C'est la première question qu'ils posent. Et quand la personne qui appelle pour signaler des jeunes qui font des bêtises dit qu'ils sont de type maghrébin, les policiers disent « Attendez, on arrive ». Quand la personne répond que ce sont des jeunes de type africain, noir, négroïde, les policiers disent « On arrive tout de suite ». Pourquoi? Parce que la police a constaté que quand elle affronte des maghrébins, il y a une cohésion. Le noyau est beaucoup plus dur à faire éclater. Ça prend plus de temps. Ils sont soudés, etc. Mais que quand ce sont des jeunes Africains, une intervention, il suffit d'en frapper un et tous partent dans tous les sens. Ça se désagrège. Et je pense que c'est une image qui est extrêmement intéressante pour comprendre aujourd'hui la carte du continent africain. Même si dans l'Afrique du Nord, il y a des frères ennemis. Le Maroc et l'Algérie, ce sont les pires ennemis. Vous dites à un Marocain qu'il est algérien, il n'est pas d'accord. Alors que moi, je suis béninois, on me traite de Togolais, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc ça aussi, ce sont des choses, je dirais, qui se sont inscrites aussi dans la psychologie des uns et des autres, et qui sont très importantes. Pareil, on le voit quand les jeunes Africains sont réunis, noirs et maghrébins, qu'ils regardent les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations, un match Maroc-Mali, on voit très bien comment le comportement est différent des uns et des autres. On voit très bien comment certains placent leur fierté et d'autres, au contraire, refreinent leur fierté. Comment certains, parce que peut-être effectivement qu'ils ont été élevés dans la religion de l'autre, se disent « bon, je ne vais pas trop manifester, etc. » Donc je pense qu'il faut que nous nous affirmions, quelle que soit notre identité, on va dire religieuse, il faut que nous nous affirmions en tant qu'Africains, c'est fondamental. C'est fondamental. Et pour ça, il faut connaître son histoire. Moi, je ne jette pas la pierre à ceux qui sont musulmans ou chrétiens. Parce qu'il y a des musulmans, des chrétiens noirs qui font effectivement des choses pertinentes et intéressantes. Effectivement, moi, j'ai déploré le cas de Moussa avec les Rohingyas. Bon, j'ai été très gêné par cette affaire. Je me suis posé des questions. Et je me suis vraiment interrogé sur la manière dont il était médiatisé, sachant que tout est construit. Et sur le fait qu'effectivement, il y avait très peu de personnes, voire aucune, de la communauté noire de France qui s'était mobilisée réellement sur cette question-là. Et donc, on voyait en fait comment se dessinent les lignes d'allégeance, les lignes d'appartenance, les lignes d'identification. Donc, il faut que nous travaillions, je dirais, pour dépasser un peu tout ça. Et pour le faire, effectivement, il faut se plonger dans la connaissance. Il faut aussi se plonger dans le débat chaud, parce que c'est dans le débat chaud, justement, que naît l'étincelle. Et l'étincelle, je pense que c'est ce que le Kékécho essaye d'apporter de temps en temps, faire naître l'étincelle ici, sur les réseaux sociaux qui nous regardent, amener les uns et les autres à comprendre qu'il y a des moments où c'est très chaud et des moments où c'est très froid. Et donc, il faut savoir jauger et trouver la bonne température de nos relations, parce que quoi qu'il arrive, les arabisés qui sont au nord de l'Afrique, ben, aujourd'hui, ils sont chez eux. Ils ne vont pas bouger. Et quand Kadhafi, dont on dit qu'il défendait effectivement les Noirs, lance son projet d'Union africaine, 2 mois avant, il était à la réunion de la Ligue arabe où il a dit à tous les pays arabes, notre seul avenir aujourd'hui, c'est en Afrique.
il n'y a pas d'autre lieu où on peut exister. Donc il va falloir qu'on se soumette à la majorité négro-africaine qui est présente sur ce continent-là, qui est majoritairement le continent de l'homme et de la femme à la peau noire. Donc il faut aussi qu'il y ait ce travail, je dirais, de challenging vis-à-vis justement des milieux arabes, musulmans, maghrébins, pour que ces questions-là soient posées. Donc je vais m'arrêter là, mais je pense qu'on aura sans doute des réactions.